Deuxième partie de l'épisode en compagnie d'Alexandre Poncet, qui dirige les affaires publiques de l'Imagrin. Vous allez comprendre que notre métier de communicant est un métier d'intellectuel, de gens qui s'adaptent. Et cela tombe bien, Alexandre incarne parfaitement ses qualités. Vous le verrez, nous allons parler d'agriculture, bien évidemment, mais nous allons évidemment parler communication, car Alexandre, figurez-vous, est passé par Coca-Cola, où il a été DIRCOM. Il a même fait des ressources humaines dans sa vie et de la communication interne. Bref, Alexandre, c'est un king, et cela tombe bien, nous sommes dans la série Kings and Queens. Très très bonne écoute, et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Tu t'es mis à bosser, sincèrement, à bosser l'agriculture finalement, essayer de la connaître quand tu es arrivé il y a 3 ans? Bah oui, alors j'ai à la fois été sur le terrain, rencontré des agriculteurs qui m'expliquaient, appris ce que c'était que des couverts, par exemple. C'est des cultures que tu vas mettre entre deux cultures pour redonner de la vitalité à ton sol, l'enrichir en azote, par exemple, chose que je connaissais pas. J'ai mieux compris l'irrigation, savoir ce que c'était que des tours d'eau. Un tour d'eau, c'est quand on irrigue, les agriculteurs ils se partagent l'eau et il y en a un qui va avoir son tour d'eau, sa capacité à irriguer le matin et puis l'autre l'après-midi. Donc voilà, c'est tout un vocabulaire que je connaissais pas. Et sur la partie sélection variétale, oui, il faut beaucoup lire, se faire expliquer plusieurs fois parce que c'est de la génétique des plantes, hein. Grand plaisir à aussi se cultiver intellectuellement, réapprendre des choses, c'est bien le cas de le dire, de la culture, où tu te dis un moment par moment, c'est un petit peu dur quand même, j'en peux plus, j'ai besoin vraiment de beaucoup d'aide. Alors déjà, je suis pas sûr de toujours comprendre. C'est bien de l'admettre. Non, c'est vraiment du plaisir. Et puis, en fait, quand on discute avec un chercheur qui lui va peut-être faire lancer 1 ou 2 produits dans sa carrière. C'est-à-dire que pour développer une semence, il faut entre 7 et 10 ans. Donc si tu veux un chercheur qui va travailler pendant 30, 40 ans, il en fait 3-4 dans sa vie. Exactement. Et puis avec le risque de pas trouver en fait. Donc voilà, c'est pour ça aussi que nous on travaille beaucoup sur la défense du crédit impôt recherche. C'est qu'aujourd'hui, on a un super outil qui s'appelle le crédit impôt recherche que l'Allemagne, la Suisse nous copient parce qu'ils nous l'ont envié. Et c'est un outil qu'il faut absolument pas supprimer parce que c'est un facteur de compétitivité. Je te disais, on a 16% de notre chiffre d'affaires qui est en la recherche. Mais nos concurrents, ils s'appellent Bayer, ils vont s'appeler Syngenta, ils vont s'appeler Corteva. C'est des groupes mondiaux. Et leur budget recherche, ils sont sans commune mesure par rapport à notre budget recherche à nous. Donc en fait, on est un tout petit qui est dans la cour des grands. Donc le crédit impôt recherche, c'est ce qui permet de faire la différence. Et dans toutes les discussions qu'on a aujourd'hui sur la capacité de avoir la France à se désentêder, il faut faire des choix. Et à mon avis, si on veut rester une nation compétitive, qui innove, il faut maintenir le crédit impôt recherche. Nos parlementaires le comprennent, sincèrement? Nos parlementaires, certains le comprennent, certains le voient plutôt comme une aide déguisée aux entreprises. Ils l'étudient, mais on a parmi nos parlementaires beaucoup de gens qui voient l'enjeu de compétitivité de la France. Ils sont pas uniquement au Palais Bourbon, ils voyagent, ils voient des choses, ils discutent avec des chefs d'entreprise, et c'est ça où les affaires publiques sont importantes, et ils voient l'enjeu de compétitivité de notre pays. On a un certain nombre d'atouts, par exemple l'énergie nucléaire, on peut dire que c'est l'atout. Si on n'avait pas investi sous la 4e République et au début de la 5e République dans l'énergie nucléaire, on n'aurait pas ce formidable outil d'avoir une énergie bas carbone, énergie à un coût très très compétitif dans la crise actuelle qu'on connaît. Donc c'est ça aussi que doit penser le politique. C'est comment je dote le pays de meilleurs atouts avec un plan stratégique à court terme et à long terme. Mais est-ce que les guéguerres partisanes
ne viennent pas finalement embêter nos agriculteurs, nos entrepreneurs, d'une manière encore plus large. Parce que je pensais à un sénateur écologiste, voilà, je vais y arriver. Ça doit pas être évident parfois de parler entre l'imagrin et un écolo. Est-ce que finalement ils sont ouverts d'esprit, ce dont je suis intimement convaincu, parce qu'ils sont pas fous. Je pense que le battage médiatique et la réalité, comme tu le dis très justement, le pays est en jeu, le développement de notre pays est en jeu. Comment ça, tu arrives à discuter avec eux? On va juste prendre les écolos, et encore j'ai même pas envie de tirer à boulet rouge sur eux parce heureusement qu'ils sont là, mais ça se passe bien, sincèrement, ou est-ce qu'il y a vraiment de la guerre partisane à laquelle tu te heurtes au final? Alors non, on rentre pas du tout dans la guerre partisane, c'est pas notre objectif. On essaye de parler à tout le monde à partir du moment où on veut nous parler. Mais ce dont souffre aujourd'hui l'agriculture, c'est à la fois elle est incomprise. On donne pas aux agriculteurs les moyens de se battre avec les bonnes armes quand eux ils sont dans une concurrence internationale. Et puis on est dans tout un certain nombre de dispositions qui sont surtransposées. Alors la surtransposition, on en parle beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait au niveau européen, on va définir un certain nombre de critères. Et en France, parce qu'on est la France, on prend la décision de rajouter des critères. C'est un peu dommage. Parce qu'en fait, l'agriculteur, il se bat pas avec les mêmes armes que ses concurrents allemands, et encore moins que ses concurrents brésiliens, qui sont même plus des agriculteurs, parce qu'au Brésil, ce sont des entreprises agricoles. C'est d'immenses groupes qui vont faire de l'agriculture comme on fait de la sidérurgie. Tes gars et tes nanas là que tu représentes, des fois ils doivent se dire, mais comment se fait-il qu'on nous tire une balle dans le pied, dans le deuxième, mais qu'on soit en train de nous tirer, qu'on soit au moins en joue en train de nous tirer dans la tête? Les mecs, ils doivent devenir cinglés. Non, ils deviennent pas cinglés, ils sont. Alors des fois, ils peuvent être dépités, mais moi, ce qui me marque beaucoup chez nos adhérents, c'est qu'ils ont envie de se battre et on va dire le t-shirt France, ils le portent vraiment. Après, ils sont amenés à monter au créneau sur des sujets qui sont essentiels. Je pense la question des retenues d'eau. On a un vrai enjeu aujourd'hui dans notre pays, c'est comment on va irriguer à la fois parce qu'il y a quand même un effet de réchauffement climatique. Et en fait, on n'a pas moins d'eau. On a de l'eau qui tombe de manière beaucoup moins régulière. On va avoir des grosses chutes d'eau. On a malheureusement connu ça dans le Pas-de-Calais l'an dernier. Et puis on a presque pas d'eau. Alors cette année, on a été un peu touché, mais c'était pas. Mais on a connu des sécheresses il y a 2 ou 3 ans. Donc l'idée aujourd'hui, c'est il faut absolument qu'on travaille sur un plan stratégique de l'eau au niveau français. Et certains des agriculteurs veulent faire ce qu'on appelle des retenues. Ces retenues d'eau, soit c'est des retenues individuelles, soit c'est des retenues beaucoup plus collectives. Et l'intérêt des retenues collectives, c'est que ça coûte moins cher. C'est multi-usage, c'est-à-dire qu'une retenue collective va certes servir à irriguer les champs des agriculteurs, mais quand on a des feux, et on sait qu'on a eu des feux très importants cet été, ça permet aussi aux pompiers de puiser pour lutter contre les incendies. Et puis sur certaines retenues, ça peut aussi servir de développement de pôles touristiques. Donc ça, c'est tous ces projets en fait qu'il faut défendre quand on travaille dans le monde agricole, parce qu'ils sont essentiels. Ils sont essentiels pour nos agriculteurs, mais ils sont essentiels pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse continuer à manger français, avoir du blé français, avoir du poulet qui est nourri avec du maïs français. Parce qu'aujourd'hui, le poulet est une viande peu chère, mais il y a énormément d'importations. Je crois que ce qu'on consomme en France, c'est la moitié française et puis l'autre du reste du monde. Oui, c'est à peu près ça le ratio. Donc le poulet, il va venir d'Ukraine, il va venir du Brésil. Et quelque part, les normes qu'on applique en France, elles sont pas les mêmes au Brésil. Et c'est tout l'enjeu des clauses miroirs, ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire que la volonté des agriculteurs français, c'est faire en sorte que les productions agricoles qui viennent de l'étranger doivent subir ou doivent avoir les mêmes conditions de production au Brésil qu'en Europe. Et aujourd'hui, c'est pas la réalité. Donc là, il y a une vraie distorsion de concurrence. J'ai envie de te dire qu'il y a encore du boulot. Vraiment.
Je le rappelle à nos auditrices et auditeurs, c'est vrai que nous, on va dans les supermarchés, on a l'impression que, par exemple, pour le lait, il sort de la vache et puis du pied de la vache et puis qu'il finit chez Leclerc. J'exagère à peine. On a l'impression que finalement, il y a des plantes qui poussent via des semences et puis qu'on a Papy Brossard. Bon, il y a quand même une transformation parce que c'est aussi un groupe industriel mondial, Limagrain et Brossard, pardon, pas Papy Brossard. Ça, c'est le vieux boomer qui parle, pardon. Brossard, c'est une de tes marques emblématiques. Peut-être je peux expliquer en fait. Avec plaisir. On a en fait deux gros types d'activités. On a une activité semencière et puis nos adhérents. Tout l'enjeu de Limagrain, c'est faire en sorte de développer les productions de nos adhérents et les valoriser. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils vendent leur blé, leur maïs, leur tournesol au juste prix. Et donc, en fait, dès il y a à peu près 30 ans, Limagrain a créé des filières agricoles en Limagne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 100% du blé de nos adhérents, il est transformé dans des moulins qui sont des moulins Limagrain. Et ensuite, ils vont chez Jacquet pour devenir du pain Jacquet. Et c'est là où tu vois qu'on est vraiment de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jacquet, par exemple, vient de lancer une tartine petit déjeuner qui est enrichie naturellement en fibres grâce à une semence qui a été développée par Limagrain, une semence un peu révolutionnaire qu'on a trouvée en Australie. De par le caractère international du groupe, on a développé une farine particulière qui s'appelle Lifey Wheat et qui permet en fait d'avoir un produit qui permet de limiter le cholestérol, par exemple. Donc tout ce travail de recherche, il a été fait en France, il a été fait en Auvergne, et là on peut en être fier. Là, on est encore plus fier de travailler pour un groupe comme ça, j'imagine. Parce que tu parlais de réputation quand tu es face à un parlementaire, d'où qu'il vienne, en France ou à travers le monde. Là, c'est la méga classe quand même. C'est la réputation. Là, tu peux arriver limite cocorico. Ouais, on arrive. Non, mais en fait, on peut pas faire ce métier-là si on n'est pas convaincu par ce qu'on fait et par l'entreprise qu'on représente. Je veux bien le croire. Et encore une fois, j'entendais ce matin avant de venir on trouvait de moins en moins de gens pour faire des vendanges, par exemple. Ça tombe bien, j'en parle parce que, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, on est dans une salle où il y a énormément de bouteilles de vin à consommer avec modération. Je vois du rosé et du rouge. Bon, il est beaucoup trop tôt pour Auvergnat. Et qui puisait Auvergnat. Donc l'Auvergne produit aussi du vin. C'est magnifique, ce ne sont pas que des volcans et Limagrain, j'ai envie de dire, ou des pneus. Mais je taquine. En fait, dans nos agriculteurs, ils font différentes cultures. Et une des stratégies pour développer le revenu agricole, ça a été de relancer la vigne en Auvergne, parce qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, l'Auvergne était la plus grosse zone de production de vin. En fait, aujourd'hui, on essaye de relancer cette activité. Et donc, on a une coopérative vinicole et on a certains de nos agriculteurs qui sont aussi viticulteurs. Et donc, tu vois, les vendanges, je pense que ça va commencer à la fin de la semaine. et ils nous ont dit que le cru de cette année est exceptionnel. Donc, en fait, on a un terroir qui est un peu particulier, c'est le terroir volcanique. Et donc il y a un terroir particulier et puis on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le développement du terroir volcanique, c'est Pierre Desprats que je salue, qui travaille avec Limagrain et qui développe magnifiquement nos marques. J'en viens à la communication, Alexandre. T'as quand même un parcours que personne n'a dans le métier. C'est-à-dire que tu fais des ressources humaines initialement. Tu l'as un petit peu évoqué, tu étais relations écoles, tu t'occupais des relations écoles. Alors, qu'est-ce que c'est que les relations écoles? C'est quelqu'un qui va dans les écoles. C'était quoi, des écoles de commerce que tu recrutais ou non, des écoles d'ingénieurs, j'imagine? Des écoles d'ingénieurs. Des écoles d'ingé, ouais. Et tu vas représenter, lors des forums, tu vas représenter Usinor en l'occurrence. Tu as fait de la communication employeur, de la communication interne, de la communication externe, de la communication de marque, des affaires publiques, on vient d'en parler. Sincèrement, quel plaisir tu trouves à la communication? Tu es passé par CCEP, tu es passé ailleurs. Tu as été pendant 2 ans le directeur de la com tout court chez Limagrain, va t'occuper depuis maintenant à peu près 1 an des affaires publiques. La com pour toi, la communication, qu'est-ce que c'est très concrètement? Je sais que la question est difficile et très vaste. En fait, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. C'est créativité et c'est business partner. C'est-à-dire qu'on peut être et on peut réussir en tant que communicant que si on comprend le business et si on apporte des solutions
à nos dirigeants. C'est un peu ça la communication. Tu vois, je te sors pas une définition du communicateur que je connais pas, mais c'est ce à quoi je pense. Tu as réussi à faire comprendre peut-être à certains dirigeants que la communication était fondamentale, ou est-ce que tu as eu cette chance d'être dans des structures où on comprenait qu'il fallait faire de la communication et que c'était pas entre guillemets un mal nécessaire? Alors, j'ai envie de dire, dans une entreprise comme Coca-Cola, tous les personnes qui sont des dirigeants sont des communicants. Parce que c'est une entreprise qui est profondément imprégnée par ses marques. Dans le secteur du B2B, c'est plus complexe. Mais en fait, il y a un certain nombre de sujets qui nous aident. En communication interne, le Covid a été un moment crucial pour justifier la com interne et faire en sorte que c'était essentiel. On voit bien que l'engagement des salariés, il est clé, et que faire en sorte qu'un dirigeant puisse prendre la parole régulièrement, expliquer ses stratégies, c'est essentiel. Surtout dans un groupe comme Limagrain où on a une dimension internationale. Et puis sur la communication externe, en fait, c'est toujours compliqué à évaluer. Alors on a de plus en plus d'évaluation de l'impact avec le digital. Ça, c'est la chance d'avoir cet outil. Mais c'est surtout quand on a des crises que le communicant, on voit que c'est un vrai métier. C'est la capacité à préparer la crise, la capacité à la gérer, la capacité à gérer les relations presse. Et ça, on a eu une grosse manifestation il y a 1 an et demi, parce qu'on a eu des manifestants qui sont venus manifester sur des projets de retenue qu'avaient nos adhérents. Et c'est là où toute l'équipe communication a pu démontrer son savoir-faire. Tu as géré ces crises? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé très concrètement? Je suis désolé, ça fait pas tilt dans ma tête. Donc des gens sont venus manifester sur des... En fait, on avait... Il y a un certain nombre d'adhérents qui avaient des projets deux projets de création de retenue d'eau. Et même bien avant que le projet soit présenté et déposé, on a commencé à avoir des débats dans le local. Et puis au mois de mai, on a eu à peu près 7000 personnes qui ont manifesté dans un petit village d'Auvergne, avec plus que la moitié qui n'est pas du département. On avait des gens très organisés, et on avait à peu près un peu moins de 10% de gens qui venaient pas de France. Donc toutes les entreprises, tous les directeurs de la communication aujourd'hui, ils doivent faire face à une autre forme de militantisme. Et donc, c'est dans ce type de crise où on voit comment l'équipe communication, elle réagit, comment elle anticipe. Et ça, je l'ai pas géré seul, je l'ai géré avec les équipes relations presse, avec les équipes digitales, et puis bien entendu avec les agriculteurs, parce que c'était le premier eux qui était menacé par cette manifestation, et puis avec la direction générale et le président. Quand on a cet état, j'allais dire un état de guerre, j'exagère, pardon, mais en tout cas cette crise qui est quand même c'est costaud, parce que dans le bled où ils sont arrivés à 7000, il devait y avoir quelques black blocs, parce qu'en général c'est plutôt très bien organisé ces choses-là. Il y a eu des débordements, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés ni quoi que ce soit. Non, on a eu la chance en fait d'avoir et j'en reviens à la haute fonction publique. On a eu un préfet, une colonelle de gendarmerie, qui est une ancienne porte-parole de la gendarmerie, c'est drôle, qui ont excessivement bien géré les choses. Et la manifestation a été pacifique, mais c'est marquant pour une commune. Une commune où il y a 2000 habitants, du jour au lendemain, il y a 7000 personnes qui arrivent, qui viennent manifester contre un projet qui n'a pas encore été déposé, un projet d'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle bataille de communication, il faut savoir les anticiper. Tu estimes que on est en permacrise, par exemple dans des entreprises comme d'agroalimentaire, comme Limagrain? Je sais pas trop ce que ça veut dire permacrise. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'instabilité que le chef d'entreprise doit en permanence à la fois gérer des dilemmes sur comment je vends mon produit, comment je les livre, comment je finance mon entreprise, et dans un brouillard complet. Parce que les tensions politiques avec Trump, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ou en Ukraine et en Russie, dans des groupes internationaux comme les nôtres, c'est des choses sur lesquelles le dirigeant doit appréhender, gérer, anticiper comme il peut. Et puis la difficulté qu'on a en France à avoir une stabilité, une vision politique à peu près stable. Sincèrement, le DIRCOM d'aujourd'hui,
T'es d'accord avec moi, Alexandre, que c'est pas le DIRCOM de quand on a commencé à travailler à la fin des années 90. Aujourd'hui, il est beaucoup plus costaud. Je connais pas vraiment, alors je vais être très humble, je connais pas vraiment le DIRCOM des années 90 parce que On était trop jeunes. J'étais trop jeune. On était même pas nés d'ailleurs. Non. Mais, et c'est un peu difficile pour moi aujourd'hui, je suis plus DIRCOM de me prononcer. Et ce que je vois dans mes collègues en communication, c'est que ils doivent travailler à la fois sur la réputation de l'entreprise, et on voit à la fois que les entreprises, elles sont à la fois encensées, parce que c'est un refuge en termes de réputation, en termes de confiance, pour les citoyens, et à la fois elles sont très décriées parce que elles sont vues comme profitant des deniers publics, si j'exagère un peu. Donc le DIRCOM, il est toujours sur une ligne de crête. Puis ce qui est vraiment important moi dans mon métier de directeur des affaires publiques, c'est qu'on est l'oreille extérieure de l'entreprise. Et on doit toujours dire, parce que le chef d'entreprise, forcément, il est pris par son quotidien qui est de faire avancer un business, et on doit toujours être là pour identifier les signaux faibles, les risques à venir, la perception de l'entreprise. Et comme on est toujours en externe, on est là pour rappeler en interne que c'est ça aussi, cette réalité qui est en train de se construire. Mais tu es pas pris un peu pour un poil à gratter par moment, justement, ou, pardon l'expression par avance, pour un emmerdeur? Parce que quand tu reportes à ta direction, qui en effet est, on va dire, un peu dans sa tour d'ivoire, ou en tout cas la tête dans le guidon, et c'est normal, parce qu'un dirigeant, il est là pour développer la structure, et Dieu sait si la maison est magnifique. Mais t'es pas un peu pris pour quelqu'un qui est poil à gratter, qui va encore me raconter, Alexandre? Pense pas, et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est dans une coopérative agricole, on a aussi toujours les adhérents et les agriculteurs qui sont là pour nous ramener la réalité du terrain, quoi. Et parce qu'en fait, un agriculteur, il est très souvent, il est agriculteur, il est adjoint au maire dans son village, c'est lui qui s'occupe du club de foot, où il est pompier volontaire. On a beaucoup d'agriculteurs qui sont pompiers volontaires, donc en fait, il est très engagé dans sa commune. Donc ils ont aussi cette perception en fait de la situation. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Bon, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On arrive à la fin de notre entretien, Alexandre. Je te remercie parce que c'est absolument passionnant. Alors, vous avez bien compris, chers auditrices, auditeurs, Alexandre dirige les affaires publiques de l'Imagrin, un groupe international coopérative agricole. Ça, c'est la classe absolue. Je reviens à ta carrière de communication et la question est très difficile, je te dis par avance. De quoi es-tu le plus fier chez CCEP et chez l'Imagrin lorsque tu étais DIRCOM? Il y a forcément le développement des équipes dans les deux entreprises. Il y a une réalisation de laquelle je suis assez fier chez CCEP. On avait été une des premières entreprises à monter une visite d'usine en réalité virtuelle et qu'on avait présenté aux universités du MEDEF. À ce moment-là, c'est pas à Roland-Garros, c'était à HEC, donc c'était loin. Mais on avait fait ça, c'était en un temps record. On avait fait un super truc. Donc ça, j'étais assez fier de ça. Et puis chez l'Imagrin, récemment, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'en fait, on a travaillé avec l'équipe communication à lancer en fait une série avec une journaliste influenceuse qui venait rencontrer des agriculteurs. Ça s'appelait Passionnément Agri, et ça a été développé par quelqu'un de mon équipe qui est vraiment brillant, qui était dans mon équipe, Benoît Pascal, que je salue, parce qu'il est aussi président d'un festival de musique d'Ambert. Il est venu avec l'idée géniale de se dire on va créer une mini-série avec des agriculteurs qui vont raconter le métier à une agricultrice, enfin une journaliste plutôt. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, cette journaliste maintenant anime notre réunion annuelle avec l'ensemble des adhérents de manière régulière. Et c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur et de proximité. Et je trouve qu'on a lancé un truc très très innovant. Dans les affaires publiques, et c'est ma dernière question, de quoi es-tu le plus fier? Aujourd'hui, chez l'Imagrin, bien sûr. Je crois que c'est mon équipe. Alors, tiens, on va combien sont-ils dans l'équipe? Alors, nous sommes 4, et puis il y a 3 personnes. Et c'est une super équipe qui est très engagée, qui a vraiment une vision de défendre l'intérêt des agriculteurs et défendre l'intérêt de l'entreprise vraiment ancrée.
et qui est toujours orienté en mode solution. Et c'est des battants. Mais comment ils s'appellent? On va les saluer. Il y a Florence, Myriam et Romain. Donc, belle parité. Ouais, exactement. Et ils viennent d'où? Sciences Po? Communicants? Non, alors il y a une personne qui a un parcours plutôt d'assistante. Donc voilà, elle a, je pense à presque plus de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, donc comme quoi on reste. Et puis les deux autres personnes, une des personnes en fait a été prof de lettres classiques, tu vois, et puis après a travaillé comme assistante parlementaire. Et puis Romain, lui, est plus jeune et était assistant parlementaire. Donc ils viennent du monde un peu politique. Bah écoute, merci beaucoup. On salue évidemment ton équipe, donc Romain, Myriam, Florence, et toi qui dirige cette magnifique équipe des affaires publiques. Vous l'avez vu, on n'est pas obligé nécessairement d'être assistant parlementaire avant. On peut avoir fait de la communication comme toi, ou de l'assistanat, en tout cas être dans la maison depuis un quart de siècle. Donc ça veut dire qu'on peut aussi rester dans des entreprises, hein, Alexandre. Ouais. Hein, ça arrive encore. C'est bien, félicitations. Et sincèrement, je te remercie pour cette discussion passionnante. Parce que je crois qu'il faut que nos auditrices, auditeurs comprennent que la communication, on est dans Décodeur de la com, on a parlé affaires publiques et c'est bien qu'on l'ait fait enfin, de manière profonde. On aurait pu y passer des heures, mais bon, voilà. Mais il faut que vous compreniez que notre métier de communicant, c'est pas uniquement faire des jolis trucs sur Canva ou avec de l'IA. J'exagère et je charrie volontairement. Ça va plus loin que ça. Nous sommes des cerveaux. C'est un métier d'intellectuel, la communication. C'est pas un métier uniquement de gens qui font de la couleur, même si c'est très important, on est bien d'accord. La preuve en est, ton magnifique rapport d'activité, qui a de la gueule, qui est intelligent, ça fait du bien à voir. Donc, il y a encore des structures, comme l'Imagrin, qui font de très, 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 très beaux rapports d'activité, entre autres. Donc, merci. Donc, comprenez qu'il faut qu'on réfléchisse dans nos métiers. Tu viens de nous prouver que tu étais un vrai cerveau, un vrai king de la com, puisque je le rappelle, nous sommes dans la série King Com, on va y arriver. Tu étais en train de faire non de la tête parce que tu es beaucoup trop humble, mais sachez-le, Alexandre, c'est un vrai roi de la communication. Il est encore en train de me faire non. Si vous aviez la vidéo, vous pourriez le voir. Ton humilité t'honore, mais en tout cas. Moi, je me suis formé sur le tas, donc oui, non, ouais. c'est. Voilà, beaucoup d'humilité, toutes mes félicitations, bravo pour cette formation sur le tas, bravo aussi d'être sorti des ressources humaines. Bon, je charrie parce que j'en ai fait C'est beaucoup. un super métier. Absolument, on est bien d'accord. C'est le H qui est intéressant. C'est surtout ça, la richesse humaine, c'est ça qui est le plus beau, car il y a une richesse que d'hommes, on le sait tous, toutes et toutes. Et Alexandre, tu reviens quand tu veux. Bah écoute, avec plaisir. Plaisir partagé. Et alors, chers auditrices et auditeurs, quand on entend un Alexandre Poncé, king de la com, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify. J'ai de la chance, il est pas en train de dodeliner de la tête en disant non quand je dis King Com. Donc ça veut dire que ça commence à rentrer. Merci Laurent. Merci à toi et ciao, ciao.